Ça l'a un peu dégoûté. Il était en contre, bien parti pour rentrer sur l'homme de tête. Une chute, mais regardez, il a quand même toujours un petit coup d'avance. Et comme il y a un nouveau petit groupe qui se forme avec un coureur de la Tudor, un autre de Q36.5 et un Espagnol de l'équipe Euskaltel, ils sont donc 4 à retourner en contre en compagnie de Raúl García Pierna. Et en plus, j'ai retrouvé de belles images pour ça. Oh, bien parfait. À 36,9 de l'arrivée, avec des supporters slovènes à droite de la route. Et ils sont nombreux, hein. C'est pas le premier fumigène qu'on voit. Et toujours Bostian Murn en tête. Allez, on va essayer d'identifier les coureurs qui se lancent à la poursuite. Mais vous le voyez, on contrôle tout de suite derrière un coureur de la Jayco Alula qui fait l'effort pour rentrer sur ces 4-là. Il y a un Espagnol moustachu pour Euskaltel. Je n'ai pas l'impression que ça soit le français de la Tudor. On l'a pas dit, David, mais il y a quand même un tricolore aligné au départ de cette épreuve. Il s'agit de Aloïs Charin pour l'équipe Tudor. Et là, regardez, tout de suite, ce petit quatuor a été ramené à la raison. Ouais, l'équipe Jayco Alula qui veut montrer qu'elle maîtrise ce final, qu'elle ne laissera pas partir trop de coureurs à l'avant. Je pense que c'est Lucas Postelberger qui a tenu tout le monde en respect là. On essaye de partir. Non, non, restez là, regardez au train, je vais revenir. Et on retrouve ces routes étroites qui pourraient être propices à une course de mouvement. Alors que Bostian Murn est maintenant à une portée de fusil aussi du peloton. Quelques petits points pour le maillot de sprinter, mais également quelques petites secondes de bonification pour Bostian Murn, qui en compte donc maintenant. Il a pris 7 secondes de bonification sur les 3 sprints intermédiaires. Donc s'il finit dans le peloton, il peut se retrouver deuxième du classement général. Enfin, il y a 10 secondes à l'arrivée. On met toujours plus évidemment à l'arrivée, parce que s'il y avait un coureur, on n'a jamais 4 sprints intermédiaires de 3 secondes. Où on pourrait retrouver un coureur qui ne gagne pas l'étape maillot de leader le soir. Donc on met 3 sprints intermédiaires de 3 secondes et puis le vainqueur à 10 secondes. Donc en toute logique, c'est souvent le vainqueur du jour qui porte le maillot. Alors il faudrait marquer des sprints, des secondes au sprint intermédiaire et également faire dans les 3 premiers à l'arrivée. C'est ce qui quand même s'annonce très compliqué en général. On est sur le point d'avoir un regroupement général à 35 km 800 de l'arrivée. Un peloton toujours emmené par la formation Jayco Alula, où on voit Filippo Zana qui pourrait être l'un des hommes forts de cette semaine slovène, être dans les premières positions avec son maillot de champion d'Italie. Regroupant à 35 km 800, ça peut donner des idées à certains de se relancer à l'avant. Mais c'est dur pour Juan Sebastian Molano. Et là, c'est une petite surprise parce que c'était l'un des favoris du jour qui se retrouve en difficulté. Largué à l'arrière. Preuve que ça doit quand même monter vite, hein, David. Ouais, alors à voir où est Dylan Groenewegen, mais vu qu'on voit ses équipiers à l'avant contrôler, on peut imaginer que même s'il a reculé, qu'il soit toujours au contact de ce peloton. Mais le fait de voir Juan Sebastian Molano comme ça en difficulté, alors il va peut-être revenir. On le voit, ça ne roule plus à l'avant, il n'est pas très loin des voitures. Après, les commissaires vont lui faire barrage. On sait que c'est un coureur qui est capable quand même d'aller chercher la victoire d'étape. Il n'était pas très loin, mais pour l'instant, j'ai pas vu. On n'en fait même pas relever de coureurs. Alors est-ce qu'on va faire sprinter Alvaro Hodge aujourd'hui? C'est étonnant. Allez, on repart à l'offensive. Toujours les mêmes équipes. La Tudor, l'équipe Kern Pharma. Et il y a même une équipe continentale slovène qui essaye de se glisser là. C'est même l'équipe de Slovénie avec ce beau maillot vert fluo. Et derrière, c'est Rui Oliveira qui réagit pour l'équipe UAE. Un coureur de la Bardiani qui tente aussi de se lancer. Et là, ça devient un peu plus dangereux, David, quand on a un élément d'une équipe World Tour qui se glisse à l'avant. Tout de suite, la Jayco Alula qui réagit. C'est ça. À partir du moment où on a 3 coureurs, 3-4 coureurs de petite formation, bon, ça fait pas trop peur. À partir du moment où on commence à avoir quelques
coureur d'équipe World Tour se glisser dans les échappées, alors là on est un petit peu plus inquiet. Il a déjà quoi, Lula, on a tout de suite bouché le trou. Hein. Il a du boulot là, Lucas Postelberger, parce que c'est lui qui est en charge d'annihiler toutes les attaques. Pour l'instant, il le fait parfaitement. Mais est-ce qu'il va avoir suffisamment d'essence dans le réservoir pour le faire encore pendant plus de 30 km? Ah, il est costaud, hein, mais bon. Si ça attaque comme ça pendant 30 km, au bout d'un moment, il va peut-être un petit peu buter, mais pour l'instant, il arrive à bien gérer la situation. Il se permet de se ravitailler, de calmer tout le monde à l'avant du peloton. Sébastien Molano va peut-être finir par rentrer derrière, mais bon, c'est quand même pas bon signe de le voir distancer. Distancé à 35 km du but, c'est déjà une première information sur le fait que... Ah, on a fait relever des équipiers quand même. Hein. C'est Alvaro Odje qui passe, accompagné également du champion de Slovénie qui lui court pour la Bahreïn, à savoir Dusan Rajovic. On a un petit groupe d'attardés là. Bon, du coup, on a vu Alvaro Odje prendre les relais, donc on peut imaginer que ce sera pour Juan Sebastián Molano. S'il arrive à rentrer, il va rentrer, mais ça montre quand même qu'il n'a pas non plus des super jambes, parce qu'il n'y a pas eu énormément de coureurs qui se sont fait distancer. Non, une petite grappe là, moins d'une dizaine de coureurs sur le point d'établir la jonction avec l'arrière du peloton, mais tout de même, ça nous donne deux indications, David, vous l'avez bien souligné, à la fois que Alvaro Odje devrait être dans un rôle de poisson pilote, d'équipier pour Juan Sebastián Molano, mais ça en dit aussi relativement long sur l'état de forme de Molano, qui n'a pas couru depuis un petit moment, et qui se retrouve donc en difficulté. Dernier du jour de course pour Juan Sebastián Molano, c'était au mois de mars, la classique Bruges de Panne. Il a fait une belle période de classique avec sa victoire à Denain, 7e sur la Breden Coxide, 9e à Bruges de Panne. Lui qui compte 2 victoires cette saison sur le tour de son équipe, le tour des Émirats arabes, et également donc sur une manche de la Coupe de France, le Grand Prix de Denain, où il avait gagné en vrai routier sprinter, hein, parce que ce n'est pas un sprint massif à Denain, il y a plusieurs secteurs pavés à affronter, et ce jour-là il avait été le meilleur. Ça montre que c'est un coureur qui est quand même plus qu'un sprinter, c'est un coureur complet, Juan Sebastián Molano, quand il est en forme. Ouais. Mais qui a quand même du mal dès que la route s'élève, on l'a vu. Alors c'est un Colombien, mais tous les Colombiens ne grimpent pas. C'est pas un petit gabarit. Et même Dylan Groenewegen, qui est quand même pas le meilleur grimpeur, a réussi à accrocher à rester dans le peloton. On l'a vu avec le profil, il reste encore deux petits talus hein, dans les 15 derniers kilomètres. Pas bien dur, mais bon, celui-ci, c'était pas non plus insurmontable. Hein. Donc s'il se fait distancer dans le talus dans les 15 derniers kilomètres, là, peut-être qu'il aura un peu plus de mal à re-rentrer. Eh bien, ça promet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas passé inaperçu au sein des directions sportives des voitures qui sont derrière. Quand on a vu que Molano était en difficulté, ça va peut-être rabattre certaines cartes ou donner l'idée à certains de se dire bah allez, j'envoie quelqu'un devant parce que les sprinteurs ne sont pas au top. Ou peut-être même au sein de la voiture de cette équipe UAE où Molano va faire passer la formation à ses équipiers. Voilà, je suis pas bien aujourd'hui, donc allez-y, passez à l'offensive. Oui, ça peut être une possibilité. D'ailleurs, on a vu Rui Oliveira à un moment donné essayer de suivre un coup. Après, on les voit bien rouler dans les premières positions, mais bon, on sait qu'on a des coureurs qui sont là pour le classement général. Hein, donc, c'est pas illogique de les voir rouler dans les premières positions. Là, la formation UAE. Petit temps mort, David, on va en profiter pour prendre des questions. Allez, on y va. Il y a Serge77 qui nous dit question pour David. Comment un coureur peut atteindre son pic de forme s'il a très peu de jours de course? Est-ce que la préparation peut suffire? Oui, bah, je pense qu'on a répondu enfin, on en a parlé hein, tout à l'heure, en tous les cas, en citant le cas Primož Roglič, qui n'avait pas couru 6 semaines avant le départ du Giro. Hein. Il avait fait le Tour de Catalogne fin mars, avril, rien. Et il remporte le Tour d'Italie, une course de 3 semaines.
Je pense que les coureurs maintenant, avec les nouvelles méthodes d'entraînement, toutes les études qui ont été poussées, ils arrivent à simuler un petit peu les efforts qu'ils peuvent faire en course, et même peut-être parfois un petit peu mieux, en prenant moins de risques, vu qu'on a quand même moins de chances de tomber seul à l'entraînement ou en stage qu'en course, où on n'est pas à l'abri voilà, d'être une mauvaise chute, avoir un objectif. Donc pour moi maintenant dans le cyclisme moderne, alors même avant on aurait pu le faire, mais peut-être qu'il voilà, y avait cette tradition qu'il fallait faire des jours de course. Je pense que maintenant on peut être très compétitif, même si on n'a pas couru pendant 5-6 semaines, hein. Même plus peut-être. Nouveau mouvement de course avec un coureur de la formation Human Power Elf qui est à l'avant, l'ancien coureur de la BNB qui a rejoint la formation américaine en début de saison, l'Autrichien Sebastian Schoenberger qui a pris quelques longueurs d'avance. Et là aussi, Après. on a profité de ces routes étroites, de ce petit mouvement de terrain pour partir. Oui, parce que là on le voit, c'est quand même une petite route bien sinueuse. Après on va arriver dans une partie plate, hein. Ça va être un petit peu plus compliqué pour maintenir son effort, mais là on est dans une partie favorable, hein. Pour essayer de faut s'accompagner au peloton. Peloton bien étiré en file indienne. Dommage que ça soit une initiative isolée peut-être, David, aussi, non? Ah, bien sûr, mais le problème c'est que si vous êtes 5 ou 6, bah, en général, bah, la Jayco Alula elle laisse pas partir. Donc d'ailleurs c'est quoi la Jayco Alula là? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a fait la descente tellement fort qu'il a pris quelques longueurs d'avance. Ah c'est sûr, c'est la coureur de la Jayco Alula qui est devant, s'il poursuit son effort, et on a l'impression qu'il poursuit son effort, ça peut changer la donne, hein, de ce final. Peut-être qu'une information aussi a circulé dans les oreillettes. Dylan Groenewegen dit « Je ne suis pas bien ». Après Molano, ça ferait deux sprinters un peu en mauvais état. Et donc ça pourrait ouvrir la course, mais non, hein, semble-t-il. Il a juste pris quelques longueurs d'avance dans la descente. Et derrière, de retour au bureau pour contrôler tout ça. Contrôler l'écart avec Sebastian Schoenberger, qui a profité d'une petite bosse pour prendre quelques secondes d'avance. Ouais, non, la Jayco Alula roule depuis le début. On avait vu dans la bosse où Juan Sebastian Molano être distancé, que Dylan Groenewegen était bien encore au sein de ce peloton. Je pense que le plan a été établi, hein, dès le départ, hein, au sein de cette formation de Jayco Alula. Ça va être tout pour Dylan Groenewegen avec Luka Mesgec qui joue à domicile également, qui est rapide, qui sera certainement le dernier poisson pilote. On profite de la présence à l'avant de Sebastian Schoenberger pour faire une petite passerelle avec une question qui était arrivée un petit peu plus tôt. Plus qu'une question d'ailleurs, une remarque, une affirmation de la part de fanatiques sur le hashtag LesRP sur Twitter qui nous dit: il y a aussi le grimpeur britannique Paul Double qui a terminé 7e au général ici même l'an dernier et qui est donc un coéquipier de Sebastian Schoenberger. Est-ce que vous avez mis un petit coup de surligneur sur Paul Double? Ben, je l'avais vu, j'avais commenté une course, alors je ne me souviens plus laquelle. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé de ce coureur. Alors s'il a fait 7e du Tour de Slovénie l'an dernier, forcément, quand on voit le plateau, déjà on n'a pas des Pogacar, on n'a pas la Rafael Majka, donc on va dire qu'il peut être déjà 5e. Donc en plus un jeune coureur, qui dit jeune coureur dit normalement marge de progression. Donc effectivement, c'est vrai que je ne lui avais pas mis de surligneur, mais je vais le noter. Au cas où, hein, c'est toujours c'est bon à voir. Alors ça rejoint également donc le débat que l'on avait précédemment, parce que Paul Double, il n'a que 11 jours de course depuis le début de la saison. Alors il ne fait pas partie d'une grosse machine comme Ineos ou comme la team Jumbo-Visma, donc peut-être que les méthodes d'entraînement sont un peu moins bien, ou en tout cas moins au point pour pouvoir arriver à être performant directement en course. Toujours est-il qu'il a une certaine fraîcheur d'un côté, mais peut-être un manque de rythme d'un autre côté. Après, il y a les méthodes d'entraînement, puis aussi, je pense, le mental du coureur, hein. Savoir s'il arrive à se faire mal à l'entraînement ou pas.
Ouais, des situations où ça peut prêter un peu à confusion. Dylan Groenewegen qui avait d'ailleurs réagi sur Twitter avant de supprimer son tweet parce qu'il avait mentionné l'UCI et dit donc ma faute c'est de quoi? D'avoir touché les freins, je n'aurais pas dû freiner, c'est ça que vous sous-entendez en me déclassant de ce sprint qui de toute façon avait été remporté par Christophe Laporte. Oui, donc c'était moins rageant. Je pense qu'il n'en a pas rajouté. Ça aurait été pour la victoire. Je pense que là, quand même, il y aurait eu débat. Après, je pense qu'il y avait eu aussi un petit coup d'épaule de la part de Dylan Groenewegen pour se faire une place dans ce sprint. Oui, bah, il cherchait l'ouverture. Donc à un moment... Après, moi, j'ai jamais été sprinter. Mais on peut imaginer l'adrénaline du sprinter. Il sent qu'il en a encore... dans les jambes et il peut pas développer les watts, il est bloqué, donc il essaie de se trouver une petite ouverture. Il essaie de le faire le moins dangereusement possible, mais Les sprinters justement à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, alors que Sebastian Schoenberger ouvre la route avec une petite dizaine de secondes d'avance sur un peloton qui contrôle. Les sprinters, ça va être l'attraction du prochain mercato, mon cher David, parce qu'il y a de grosses têtes d'affiche qui sont en fin de contrat et qui vont devoir trouver preneur. On pense à Olaf Koy, on pense à Arnaud Démare, donc mis sur le marché par Marc Maggio, qui lui a d'ores et déjà dit qu'il ne le prolongerait pas. Et on pense également à Fabio Jakobsen. C'est quand même 3 des 10 meilleurs sprinters qui vont être sur le marché. oui, bien sûr. Et qui dit sprinter dit normalement plusieurs victoires, donc c'est toujours intéressant pour une équipe d'aller chercher ces coureurs capables d'en gagner plusieurs dans l'année et des belles courses. Alors certaines équipes sont vraiment axées sur les classiques, le classement en général de pas mal d'épreuves, mais voilà, prendre un sprinter, voilà, c'est souvent le gage de plusieurs victoires. Et par extension, l'évolution du cyclisme, avec notamment le fait que les grands tours ne se courent plus à 9 mais à 8, on a tendance à voir un petit peu comme ça a été le cas avec Arnaud Démare. Donc on rappelle qu'il ne prendra pas le départ du Tour de France, sacrifié sur l'autel du classement général avec David Gaudu qui aura des équipiers autour de lui. On a préféré ne pas sélectionner Arnaud Démare, mais c'est également le cas de la Jumbo-Visma avec Olaf Koy qui en est à sa deuxième année professionnelle et qui n'a toujours pas eu l'occasion de participer à un grand tour, et on lui a d'ores et déjà annoncé au sein de sa formation de Jumbo-Visma qu'il ne participerait pas à un grand tour cette année. Il va devoir donc quitter la formation néerlandaise pour connaître le grand tour. Est-ce que cette évolution du cyclisme aussi, où on ne peut plus combiner dans la même équipe un sprinter et un coureur de classement général? Oui, parce qu'à une certaine époque, je me souviens encore au sein de l'équipe Sky, où on avait Mark Cavendish qui était aligné, alors que l'équipe visait également le maillot jaune. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a réduit à 8 coureurs. Plus souvent, on a quand même besoin d'une belle équipe. Alors quand on est là pour la victoire du Tour, oui, ça peut se comprendre qu'on veut tout miser, ou alors à moins d'avoir un coureur passe-partout, un Wout van Aert qui est capable d'aller gagner au sprint et de faire l'équipier en montagne. Bon, après, c'est des coureurs, c'est un type de coureur qui est assez rare, mais il y en a qu'un, un pur sprinter. Après, soit on est plutôt là pour faire une place d'honneur sur le Tour, on n'est pas dans les équipes favorites et pourquoi pas aligner aussi un sprinter avec au moins un poisson pilote, parce que tout seul, ça devient de plus en plus compliqué, je pense, pour aller chercher une victoire sur un tour. Donc il en faut au moins 2. Et après, on sait qu'il y a des équipes qui viennent vraiment pour le sprint également. Sur le tour, l'équipe Alpecin ou l'équipe Lotto, Destiny autour de Caleb Ewan, on va vraiment être axé pour le sprint. Mais oui, vraiment, quand on vise la victoire, à moins d'avoir un Wout van Aert, c'est quand même de plus en plus compliqué avec ces équipes de 8. L'équipe Soudal Quick-Step qui a quand même une tradition de toujours emmener un sprinter, de remporter des victoires sur les grands tours par l'intermédiaire de ce sprinter, et qui voit Fabio Jakobsen, l'un des meilleurs sprinters actuellement, être en fin de contrat. Oh là là, nouvelle chute avec le coureur éthiopien de la formation Q36.5, Negazi Eilou Abrea, qui est porté au sol en compagnie d'un coureur de la Bardiani,
Alessandro Santaromita. C'est tombé en fin de peloton. Non mais c'est des chutes bêtes là. Il y en a qui voulaient aller tout droit et la flèche était à droite. Rogas Slotina. Ils ont vraiment entremêlé les deux vélos. D'ailleurs ils les ont remêlés. Le guidon dans la roue. Le coureur de l'équipe Green Project Bardiani semble bien touché. Ouais, Santaromita qui a mal. Et derrière, ça contre avec le champion de Suède, Lucas Eriksson, pour la formation Tudor, accompagné d'un équipier de celui qui vient de partir au sol, Negazi Abrea. Un coureur de la formation Q36.5. Deux formations offensives, Tudor et Q36.5. Deux équipes Continental Pro qui montrent le maillot dans cette première étape. Ouais, dès qu'on a un petit peu de pente, tout de suite ça donne des idées à certains coureurs. Donc, le champion de Suède. On va bientôt passer sur la ligne, aller dans 5 km. Il y a cette petite difficulté répertoriée. Enfin, pas répertoriée, mais cette petite difficulté. À 5 km de l'entrée du circuit. Et après, on en aura encore une petite sur le circuit. Et c'est bien sorti là avec le duo, parce que Sebastian Schoenberger, qui avait déjà donné et livré pas mal d'efforts, n'a pas réussi à accrocher ces deux hommes-là. De bons coureurs, Alessandro Fedeli pour cette Q36.5. Effectivement, on a vite pris une centaine de mètres d'avance. Après 2, c'est pas beaucoup. Puis derrière dans le peloton, je pense pas qu'on va monter très vite. On n'a pas envie de mettre en difficulté Dylan Groenewegen ou Juan Sebastian Molano, donc on peut prendre 20-30 secondes pour les deux hommes de tête. Schoenberger est revu par le peloton. Et ça oblige tout de même le peloton à monter à un bon rythme. Il va falloir trouver la bonne alchimie pour les équipes de sprinters. Ouais, Filippo Zana, il va pas devoir monter non plus trop vite, parce que s'il monte comme il a monté au Giro, je pense que Dylan Groenewegen aura pu le voir au sein du peloton. Donc c'est la bonne alchimie, c'est trouver la bonne cadence pour maintenir les deux hommes à une distance respectable, mais pas trop vite non plus pour pas lâcher son sprinter. En tout cas, tout le monde est mis à la planche dans cette équipe Jayco Alula, puisque le champion d'Italie, qui sur le papier pourrait être le leader de cette équipe, travaille en tête de peloton pour Dylan Groenewegen. On cherche. Il est en deuxième moitié de peloton, Dylan Groenewegen. Ouais, Juan Sebastian Molano, peut-être qu'il est même en troisième partie, voire voir là. On vous a écouté en Slovénie, David. Il est là, Juan Sebastian Molano. Dès que ça accélère, il fait l'accordéon et il explose. C'est dur pour le sprinter colombien, de retour à la compétition après plus de 70 jours d'absence et qui souffre dans cette première étape. Filippo Zana est en train de régler le tempo en tête de peloton pour rentrer sur Fedeli et Eriksson en tête. Et derrière, c'est Molano qui en fait les frais. On collabore bien, 15 secondes d'avance. Entre l'Italien Alessandro Fedeli, 27 ans, vainqueur d'étape sur le Tour du Limousin, sur la Crow Race, vainqueur d'étape également au Rwanda, qui ouvre la route donc en compagnie de celui qui a été champion de Suède, Lucas Eriksson. « 16 km de l'arrivée. C'est vrai, David, qu'il faudrait quand même un peu creuser là si on veut espérer se jouer la victoire parmi ces deux hommes de tête. Ouais, et là je pense qu'on ne creusera plus maintenant qu'on vient de basculer. Filippo Zana en plus, je pense qu'on a dû lui dire que Sebastian Molano était distancé. Donc on va peut-être pas prendre le risque de le voir revenir, même si on peut imaginer qu'il n'a pas de super jambes. Voilà, si on peut l'éliminer définitivement, c'est pas plus mal. Et Filippo Zana qui n'hésite pas à se sacrifier à 16 km de l'arrivée. Attention, c'est un des favoris, je pense, du classement général. Et il se met à rouler très tôt. C'est vrai qu'on a vu Jonas Vingegaard amener les sprints à Christophe Laporte dans les derniers kilomètres, mais c'était pas non plus à 16 km de l'arrivée. C'est quand même des efforts qui peuvent coûter après. Est-ce que aussi ça peut être des efforts dont il aurait besoin pour son retour à la compétition après
Ça fait quasiment 3 semaines que le Giro s'est terminé. Oui, peut-être qu'il se sent bien, qu'il a envie également de filer un bon coup de main à Dylan Groenewegen. C'est vrai que les équipiers ont déjà pas mal roulé dans une première partie pour garder cette échappée, l'échappée initiale à 1 minute 30, 2 minutes et revenir dessus. Peut-être que dans le final, dans les 2 derniers kilomètres, il n'a pas trop envie de frotter, donc il ne sera pas là. Donc c'est peut-être ça, voilà, le moment de la course où il a décidé de collaborer, enfin de venir rouler pour Dylan Groenewegen, pour le collectif de cette équipe Jayco Alula. Et après, bon, de toute façon, il ne faut pas qu'il se fasse décrocher, mais il ne se fera pas décrocher dans le final. Filippo Zana. Qui fait bonne impression. Et qui surtout contrôle l'écart avec les hommes de tête. Moins de 10 secondes à 15 km de l'arrivée. Rogaška Slatina, c'est dans les rues de cette localité que se disputera dans quelques instants la victoire de cette première étape. L'an dernier, le Tour de Slovénie faisait déjà étape à Rogaška Slatina pour la première étape. Et devinez qui l'avait emporté, David? Tadej Pogacar. Et non, c'était un sprint. non, mais il en a gagné je ne sais pas combien l'an dernier, mais il est capable de gagner un sprint aussi. C'est vrai. Non, l'année dernière, il s'était joué la victoire surtout à pierre-feuille-ciseaux avec Rafał Majka. Vous vous souvenez de cet épisode? Ah oui. Mais c'était pas la première étape? C'était pas la première étape, non. C'était là. C'est Dylan Groenewegen qui avait connu la victoire lors de la première étape. J'ai le souvenir où il y avait Rafał Majka, Tadej Pogacar et Domen Novak présents ici, qui avaient les 3. Alors je sais plus, c'était peut-être la deuxième. C'était... Ah non, pardon, c'est moi qui... Et effectivement, c'était la première Rafał Majka. Et la deuxième s'était jouée dans les rues de Rogaška Slatina. Et c'est Dylan Groenewegen qui s'était imposé. Et pour la première étape, il y avait eu la victoire de Rafał Majka devant Domen Novak et Tadej Pogacar. Les 3 s'étaient détachés du reste du peloton. Et s'était joué la victoire. Mais pris en sandwich, Domen Novak avait été croqué par l'équipe UAE. Et le lendemain, c'est donc Dylan Groenewegen qui s'était imposé dans les rues de Rogaška Slatina. Alors on va avoir l'occasion de voir cette ligne d'arrivée, les derniers 500 mètres. Pour l'instant, on voit que c'est assez large. Une chaussée dégagée. Ouais, c'est dans un virage. On n'aperçoit pas vraiment la ligne droite. Voilà, pour garder sa ligne, c'est un peu compliqué dans ce genre d'arrivée. Ouais. Et surtout, c'est en légère faux plat descendant. Les 100 derniers mètres donc sur cette ligne d'arrivée. Léger faux plat descendant. Une dernière courbe droite aux 200 mètres. David, ça va être un sprint très rapide. 6 sprints il y a. Normalement, il devrait y avoir sprint, mais effectivement, on voit vraiment la ligne d'arrivée qu'aux 200 mètres, 250 mètres. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont essayer d'anticiper justement pour être bien placés et passer ces courbes en tête? L'idéal, c'est d'être en deuxième position. Après, dans ces 200 derniers mètres, on peut encore remonter, mais c'est sûr qu'il faut en tenir compte. Le vent, il y en a très peu aujourd'hui. On va les faire bouger, mais je pense que c'est plus l'hélicoptère. Peu de vent, pas de pluie normalement. Final sec. Et disputé donc pour cette première étape du Tour de Slovénie avec une dernière boucle autour de Rogaška Slatina. 2 hommes toujours en tête, 10 petites secondes d'avance pour Alessandro Fedeli et Lukas Eriksson, le champion de Suède, sur un peloton emmené depuis maintenant de nombreux kilomètres par Filippo Zana, le champion d'Italie, vainqueur d'étape sur le Giro, qui se sacrifie pour Dylan Groenewegen. Et c'est sorti en contre avec un coureur de la Green Project Bardiani qui est intercalé. En tout cas, ça nous montre quand même qu'il y a pas mal d'équipes qui veulent quand même bouger dans ce final, qu'on ne veut pas que ça arrive au sprint. Alessandro Tonelli qui a pris quelques longueurs d'avance sur le peloton, qui va tenter de faire la jonction avec les hommes de tête.
Ils étaient 2, ils sont dorénavant 3, mais toujours un écart relativement faible avec le peloton. Un peloton qui a cassé, hein. David, on l'a vu passer sur la ligne d'arrivée. Un peloton morcelé, toujours emmené par les équipiers de Dylan Groenewegen, qui assure l'essentiel du travail depuis le début de la retransmission. Un peloton qui avait cassé, effectivement, quand ils sont passés sur la ligne d'arrivée. Maintenant, ça s'est recoupé, mais même Juan Sebastián Molano, qui fait l'élastique, est revenu. Où il est en parfaite gestion, c'est Juan Sebastián Molano qui ne souhaite pas faire d'efforts superflus, où il est vraiment à la rupture, même si semble-t-il la deuxième option semble la plus probable. Oui, parce que je pense pas qu'il prendrait le risque de monter tranquille, sachant qu'il va revenir derrière. C'est quand même risqué, hein. Il suffit que devant ça se mette à embrayer et il revient pas, hein. Donc d'après moi, il est quand même à la rupture. Après un sprinter, faut toujours se méfier, hein. Le sprint, on l'a dit, hein, ça sera même légèrement descendant. Voilà, il suffit qu'il ait le bon timing, qu'il arrive à se placer, et puis qu'il arrive à trouver de l'énergie, hein, dans les derniers mètres. Faut toujours s'en méfier d'un sprinter. Tous les enfants sont sortis, hein. Là il n'y a pas école. Tout le monde sur le bord de la route pour voir passer le peloton de ce Tour de Slovénie. Attention au mobilier urbain. Ça raccourcit, mais... Lui aussi, il a passé la journée à faire l'élastique derrière. C'est Tom De Vrient, le Belge de la formation Q36.5, qui a une petite pointe de vitesse, hein, qui pourrait aller jouer un top 15, pourquoi pas. Lui qui s'était illustré sur les routes de Paris-Roubaix en prenant la 4e place. Mais pareil, hein, depuis qu'on a des images, on le voit tout le temps fermer la marche de ce peloton. 2 Italiens, un Suédois ouvrent la route à 10 km de l'arrivée. Alessandro Tonelli, Alessandro Fedeli accompagné de Lucas Eriksson et un nouvel attaquant qui part en contre, Lucas Meyer du team Vorarlberg, qui essaye de lui aussi faire la jonction avec les 3 hommes de tête. Et derrière, on a confié la poursuite à Jesus Peña Jiménez, le Colombien de cette équipe Jayco Alula. 12 secondes, 10 km de l'arrivée. On rentre dans le money time de cette première étape. Il pourrait y avoir même un peu plus d'une douzaine de secondes, hein, parce que là, le peloton n'a plus en ligne de mire le trio de tête. Il a essayé de sortir. Ouais. C'est compliqué pour Lucas Meyer qui coince un peu là. Pour sortir, ça va. Il faut prendre quelques mètres d'avance, mais après, il faut maintenir l'effort comme ça, avec le vent. Et là, il est vraiment, c'est ce qu'on dit, en chasse-patate. Il les aperçoit devant, mais il se retourne, il aperçoit le peloton derrière. Il ne sait pas trop s'il doit poursuivre son effort ou pas. En plus, il va retrouver une route large, légèrement descendante. C'est souvent même plus dur de revenir comme ça dans un faux plat descendant que quand ça monte. Et regardez David, sur les premières positions, on a Jiménez qui ouvre là et qui mène la poursuite, mais derrière, eh bien, c'est des équipiers de Eriksson, de Tonelli, de Fedeli qui sont dans les premières positions pour casser les relais. Et maintenant, on a une quinzaine de secondes d'avance. C'est dur pour Lucas Meyer qui ne parvient pas à grappiller du temps et à rentrer sur ce trio de tête. Mais on va peut-être manquer de main-d'œuvre, hein, du côté de la Jayco Alula. C'est possible parce qu'ils ont quand même roulé depuis le départ, mais si la Jayco Alula ne roule plus, on voit tout de suite là. Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui vont venir rouler? Alors c'est vrai que la Q36.5, on a Matteo Moschetti, mais on a un coureur à l'avant, donc on est plutôt là pour couper les relais. L'équipe UAE, si Juan Sebastián Molano a été mis en difficulté, peut-être qu'on ne va pas venir rouler. La Bahreïn, on les voit très discrets depuis le début. On a bien Phil Boss, mais soit on lui fait pas confiance, soit pour l'instant on est en train de bluffer et laisser faire uniquement la Jayco Alula. On les voit, les Jayco Alula, ils sont quand même encore quelques-uns au sein du peloton, mais effectivement, on peut éventuellement manquer de main-d'œuvre, hein. Équipe de 7 coureurs, des coureurs qui ont quand même pas mal roulé depuis le départ. Ça peut être un petit peu limite pour contrôler ce final. Si voilà, ça ressort de nouveau, déjà il faut revenir sur les 3 coureurs, mais après si on revient sur les 3, si ça rattaque derrière,
On L'écart aura qui peut-être plus augmente. de suspense que prévu. L'écart qui augmente. 18 secondes maintenant annoncé au pointage. Et toujours le pauvre Lucas Meyer en chasse-patate. Mais on voit que lui aussi parvient à creuser sur le peloton. Un peloton, on rappelle, toujours emmené par Jesus Peña Jiménez, qui n'est pas le meilleur des rouleurs, qui a déjà dû s'employer pas mal et qui recule, qui explose même avec son dossard 25. Et c'est la Bahreïn qui se sacrifie maintenant et qui va rouler en tête avec Nicolo Buratti, l'Italien, qui se porte dans les premières positions. Ça y est, on est sur un jeu tactique, on est sur un jeu de poker menteur et ces trois hommes qui creusent à l'avant. Ouais, alors est-ce qu'on est vraiment sur ce jeu de poker menteur où la Giaqualula dit bah, quand même, on va pas rouler non plus toute la journée, on a déjà beaucoup roulé, si vous voulez la victoire, venez nous aider. Et l'équipe Bahreïn, voilà, elle comprend bien qu'à un moment donné, il va falloir y aller parce que, certes, les trois coureurs à l'avant, on ne les connaît peut-être pas forcément, mais les trois coureurs qui viennent de sortir dans le final, 20 secondes, il faut quand même que ça soit pris au sérieux. Et Buratti qui s'emploie pour essayer de rentrer. Il va dans un premier temps revoir Lucas Meyer, l'Allemand de Vorarlberg, rattrapé par le peloton. Mais là encore, hein, c'est du 1 contre 3 puisqu'il n'y a que Nicolo Buratti qui roule, puisque derrière on a deux équipiers de Lucas Ericsson. Ah, mais il était frais, hein. Nicolo Buratti, et c'est vrai que depuis qu'il roule, on a quand même repris quelques petites secondes. Alors qu'on sentait bien que le coureur qui roulait à l'avant de la Giaqualula était vraiment à limite, hein, qui même perdait du temps par rapport à ces trois hommes. Mais oui, un 1 contre 3, pour l'instant, ça peut tenir, hein, pour l'échapper. Moins de 7 km de l'arrivée. Dans un premier temps, Ericsson est parti avec Alessandro Fedeli. Dans un second temps, Alessandro Tonelli les a rejoints. Lucas Meyer a tenté de faire la jonction, mais c'était trop dur pour l'Allemand. Ils ont eu 5, puis 10, puis 15, puis 20 secondes d'avance. Depuis, la Bahreïn a repris le manche. Et on s'affole même, hein, parce que du côté de Franco Pelizzotti dans la voiture, on a appelé à la rescousse un deuxième équipier pour Phil Boos. Ah là, ça va peut-être rabattre les cartes, hein, si la Bahreïn décide de rouler à fond. Parce qu'il n'y aurait eu que la Giaqualula, si ça sauve, ça ne serait pas rentré, hein. D'ailleurs, ils sont plus que 3, donc 3 plus Dylan Groenewegen, enfin 2 plus Dylan Groenewegen, ça fait que 2 équipiers. David, 5 km 500 de l'arrivée, 3 contre 2, 15 secondes d'avance. Si vous devez vous mouiller. Ah, je pense que malgré tout la victoire elle est au sein du peloton, mais autant j'étais sûr à 100% qu'on ait un sprint, autant maintenant je me dis que ça peut éventuellement, alors il y a un tout petit, bref, c'est très léger, hein. C'est vrai que quand je regarde le profil des 5 derniers kilomètres entre 3 et 2,5, on a l'impression qu'il y a un petit raidillon. Si ça ressort à cet endroit, on peut tromper la vigilance du peloton dans ce final. Parce que, on dit, la main d'œuvre, ça va quand même manquer. Giaqualula, il n'y a plus grand monde. Les Bahreïn, pour l'instant, ils sont en train de produire un gros effort à 100%, donc ils ne pourront pas trop contrôler ce final. L'équipe UAE, bon, Juan Sebastian Molano, est-ce qu'il est capable d'aller faire le sprint? Mais pourquoi pas, hein, il est toujours là, hein, au sein du peloton, mais on l'a quand même vu en difficulté à 2 reprises. L'avantage pour le peloton, c'est qu'on retrouve des routes larges, dégagées, où ils vont pouvoir avoir en point de mire les 3 hommes de tête. C'est ça. Ça, c'est l'avantage. Puis un peloton, on va toujours plus vite, hein. Il y a quand même pas mal de coureurs là qui ne font pas beaucoup d'efforts au sein du peloton, qui peuvent relancer à tout moment. Indication également, on a vu le sprinter colombien Ogier serrer les chaussures. Peut-être que c'est lui qui va devoir disputer le sprint, parce que Juan Sebastian Molano semble avoir une petite panne de jambe. Le match, le bras de fer entre les hommes de tête et le peloton. Ils sont 3 à ouvrir la route, Tonelli, Fedeli, Ericsson. Et derrière, et bien maintenant, c'est les équipiers de Phil Boos qui assurent l'essentiel de la poursuite. On les maintient
à une bonne dizaine de secondes. Mais là, il ne faut pas tergiverser parce qu'il reste 3 km 700 à parcourir, que l'on a avalé le dernier kilomètre et demi à vive allure. Alors on est à 100% derrière, on est à 95% devant, parce que voilà, on sait que on garde toujours un petit peu plus hein, quand on est dans une échappée qu'on va jouer la victoire, que quand on est équipier au sein d'un peloton où on sait qu'on peut tout donner et s'écarter à n'importe quel moment. C'est en train de revenir, hein, petit à petit. Ouais, l'échappée qui est maintenant à une vraie portée de fusil du peloton, d'autant que l'équipe américaine Human Power Health a ajouté également un homme à la poursuite. Mais bon, on n'est pas rentré encore. Là, c'était mon petit talus qui est entre 3 km et 2 km 5. Alors, il n'est pas bien dur. Hein. Ça peut toujours peser hein, dans les jambes des 3 hommes ou même au sein du peloton, des équipiers qui mènent la chasse derrière. Et on peut en profiter justement de ce petit talus pour essayer de, pourquoi pas, d'attaquer derrière. Au sein du peloton, c'est peut-être le moment d'y aller. Fedeli a encore de l'énergie, il relance en tête l'Italien de la Q36.5. L'équipe UAE qui remonte également et qui se replace. Et qui va également assurer la poursuite. Peut-être que Juan Sebastian Molano se sent mieux. Peut-être que Alvaro Hodge veut renouer avec le succès. Il ne faut pas marquer de temps mort à 2,5 km de l'arrivée pour les hommes de tête si on veut espérer se jouer la victoire. Bon, on est déjà en haut, hein, donc c'était pas bien dur. Hein. Non. Et là, on va avoir une courte descente et le final tout plat. Ah, mais il semble cuit, le pauvre Alessandro Tonelli. Il ne peut pas donner de relais. Et là, maintenant, c'est l'équipe Tudor qui roule derrière Lucas Ericsson. C'est étonnant. On est là pour ralentir, hein, normalement. Hein. C'est l'équipe Tudor. En tout cas, de voir cette image, ça sent bon pour les hommes de tête. Bah oui. 2 km de l'arrivée. Faut pas se retourner. Il ne faut pas se retourner. Le money time de cette première étape du Tour de Slovénie. Avec un équipier de Stanislav Agnokovski maintenant qui travaille en tête de peloton derrière ces 3 hommes de tête qui comptent toujours une dizaine de secondes d'avance. Ils sont en ligne de mire, mais on arrive maintenant dans les ultimes hectomètres. Est-ce que Alessandro Tonelli, Alessandro Fedeli et Lucas Ericsson vont réussir à tromper la vigilance du peloton et aller se jouer la victoire dans quelques instants? Ah, je l'aurais pas cru. Bon, après, c'est pas fait. Hein. On le voit, le peloton est juste là. Ça va se jouer à rien. Hein. De toute façon, s'ils sont repris, ça sera dans le dernier kilomètre. Si on se regarde pas et qu'on maintient son effort, je pense qu'on peut aller jouer la victoire. Maintenant, on sait que quand il y a une victoire en jeu, à un moment, on peut vouloir regarder un petit peu sous la pédale. Pour l'instant, c'était pas le cas. À l'image, on le voit avec le corps de l'équipe Bargnani. Un bon relais. La même chose pour Alessandro Fedeli. On va passer la flamme rouge. On est dans le dernier kilomètre. Pour l'instant, on ne se regarde pas. Entre Fedeli, Tonelli et Ericsson qui vont peut-être se jouer la victoire. Derrière, la Bahreïn donne tout pour revenir. Le bras de fer, le match dans le match. Est-ce que finalement l'échappée va réussir à se jouer la victoire dans cette première étape? Ça revient très fort de l'arrière. Tout va se jouer dans les derniers mètres. Et puis j'ai l'impression qu'on se regarde un peu là, devant. J'ai souvenir d'une étape sur le Giro où Simon Clark, tout ça avait été repris dans les derniers mètres. Et Alessandro De Marchi et finalement la Jayco Alula qui revient dans les premières positions avec toujours Alessandro Fedeli qui emmène Lucas Ericsson juste derrière. On est aux 300 mètres mais ça revient très fort de l'arrière. Ça va revenir, c'est fini. Terminé pour l'échappée avec l'équipe Jayco Alula. Mesgetch qui fournit son effort. Groenewegen idéalement placé en deuxième position. Boos dans sa roue avec Groenewegen qui lance maintenant dans les 100 derniers mètres. Groenewegen, Boos, Groenewegen. Et sur la ligne d'arrivée, eh bien c'est Dylan Groenewegen qui s'impose d'un boyau juste devant Phil Boos. Ah ouais, qui a su maintenir ses quelques centimètres d'avance sur Phil Boos, hein, qu'on a cru à un moment, hein, qui allait revenir sur Dylan Groenewegen, qui a lancé aux 200 mètres. Hein. C'est vrai qu'on a vu un équipier vraiment produire un gros effort déjà pour revenir sur les 3 hommes à l'avant, qui se sont peut-être un petit peu regardés dans ce final. Ça va se jouer à 250 mètres. Et Dylan Groenewegen, son équipe a roulé toute la journée, il va être récompensé. On va voir sur la ligne, mais j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une demi-roue hein, sur Phil Boos. Très serré effectivement entre les deux. La récompense pour Filippo Zana qui aura assuré la poursuite pendant de nombreux kilomètres.
et qui aura parfaitement contrôlé le peloton pour Dylan Groenewegen qui fait la passe de 2, déjà vainqueur l'an dernier dans les rues de Rogaška Slatina et qui s'offre donc la première étape aujourd'hui, parfaitement emmené par le Slovène Luka Mezgec qui l'a déposé aux 200 mètres pour aller cueillir la victoire. On s'est un peu regardé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On s'est un peu regardé au niveau des échappées. C'est peut-être là, David, que ça s'est joué. Ah oui, oui, ça s'est joué parce qu'à un moment, on a vu Alessandro Fedeli qui demandait du soutien et puis derrière, bah voilà, on n'a pas voulu passer. On a essayé de jouer avec Alessandro Fedeli qui a roulé, mais qui n'a pas roulé complètement à bloc. Et on va se faire reprendre à 300 mètres hein, au sein du peloton. Voilà, on n'a jamais rien lâché. On les avait en point de mire et là, c'est le moment où ils vont perdre la course. Hein. À un moment, on va le voir, Alessandro Fedeli qui se retourne, qui dit qu'à Ericsson de passer. Ericsson ne va pas passer. Et là, c'est terminé. Ah oui, c'est terminé. Puis après, ça revient très vite. Un peloton là, dans les 500 derniers mètres. En plus, c'est un faux plat descendant. Ça arrive avec beaucoup plus de vitesse. Quel travail de Lukas Mezgec en poisson pilote qui dépose parfaitement Dylan Groenewegen. Phil Boos dans la roue. On voit Niolkowski qui remonte également. Et là, on se dit, il va qui peut-être revient. passer. Et Mais non. sur la ligne, Non. le jockey non, de vélo. Ouais. Il y a plus qu'une demi-roue même. Hein. Il y a une roue et demie. Pas besoin de photo finish. La troisième place semble-t-il pour Matteo Moschetti de la Q36.5 qui aura joué à la fois avec les échappés. Fedeli déçu hein, en arrière-plan. Et le sprint entre les deux. Et Mezgec qui peut être heureux et fêté en haut à gauche de votre écran parce que son sprinter a parfaitement terminé le boulot. Les accessites hein, pour ID Schreling qui vient prendre un top 10. Niolkowski semble-t-il en 4e position. Pas de surprise au niveau des sprinters, c'est vraiment ceux qu'on avait cités, mais la surprise aurait été avec l'échappée.